La rentrée approche à grands pas et on attaque déjà le dernier tiers de l'année 2025. C'est fou comme c'est passé vite. Et quand on est freelance, les mois qui vont de septembre à décembre, c'est des mois qui sont hyper importants parce que déjà, c'est la reprise globalement du business, de l'activité après le ralentissement de l'été. Parce que généralement, l'été, on a fait un petit break, on a potentiellement pris des vacances et donc on revient motivé, on revient avec de l'énergie pour attaquer la fin d'année. Parce que également, en termes de chiffre d'affaires, les mois de septembre à décembre, c'est des mois qui sont importants, qui vont déterminer la couleur globale de l'année. Est-ce qu'elle a été bonne, moyenne ou plutôt mauvaise? Et c'est souvent sur ces mois-là que ça va se jouer. En fonction de votre positionnement et de votre industrie, c'est aussi à ce moment-là que vos clients vont réaliser le gros de leur chiffre d'affaires. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils vont potentiellement investir dans les freelances ou mettre en place des actions de contenu, des actions marketing. C'est aussi à ce moment où vos clients ils vont boucler les chantiers de l'année et commencer à préparer les chantiers de l'année prochaine avec potentiellement les prestataires avec qui ils vont faire appel. Et dernier point, hem, c'est assez dingue, mais en fait, votre dynamique de l'année prochaine, donc votre début 2026, il se joue en fait déjà maintenant. Moi, un truc que j'aime bien rappeler, c'est que toutes les actions qu'on met en place, c'est des graines qui vont potentiellement germer dans 3 à 6 mois. Donc tout ce que je veux mettre en place de septembre, octobre, novembre, oui, il y a ma fin d'année qui est en jeu, mais il y a déjà mon début 2026 qui est en jeu. Et donc ça, il faut l'avoir en tête pour encore plus se motiver à réussir à la fin d'année. Donc dans cette vidéo, je vais vous faire une petite checklist des questions à vous poser pour réussir votre fin d'année et faire qu'elle soit positive pour votre activité. On va partir en fait d'un bilan sur l'année écoulée. Souvent pour attaquer une nouvelle phase, c'est bien de regarder la phase qui vient de s'écouler, voir ce qui a été fait, voir ce qui était bien, pas bien et ce sur quoi on peut progresser. Et la logique avec laquelle j'aimerais que vous répondiez aux questions que je vais vous poser, et la logique avec laquelle il faut aborder ça, c'est de se dire: «J'aborde ça, de l'extérieur, de la manière la plus froide et la plus chirurgicale possible», en se disant: «Si un consultant, si un coach extérieur regardait mon business, qu'est-ce qu'il dirait?» Ce qui est dur, c'est que souvent, quand on est dans le business, on a la tête dans le guidon et on a du mal à sortir la tête de l'eau, on a du mal à avoir du recul. Or, précisément, quand on fait un plan comme ça, le but, c'est de pouvoir prendre du recul pour approcher les choses, avec un œil neuf, avec le bon diagnostic et les bonnes actions. Donc essayez de vous demander: que dirait un coach extérieur? Que dirait un consultant extérieur s'il voyait ma situation? D'ailleurs, moi, c'est une question que j'aime bien me poser, c'est, heu, là, en ce moment, je rencontre, ce challenge, ce défi, cette décision à prendre. Que dirait telle ou telle personne si elle était à ma place? Qu'est-ce qu'elle me recommanderait? Et ça aide à avoir des questions sous des angles différents. Voilà, donc c'est parti. Alors le premier point, c'est, voilà, je disais, c'est faire un bilan sur l'année écoulée. Moi, ce que je vous recommande, c'est bloquez-vous une bonne demi-journée et essayez de vous dire: «Bah, tiens, je vais faire ce bilan», et essayez de le faire sur un carnet et un papier et pas forcément le faire sur l'ordi. Je trouve que quand on est sur l'ordi, des fois on a du mal à prendre du recul et à sortir de la situation. Or le faire sur un carnet, sans écran, à la terrasse d'un café par exemple ou dehors, je trouve que c'est super bien pour prendre du recul. Donc quel est mon sentiment global sur l'année écoulée? Est-ce que j'ai atteint mes objectifs de chiffre d'affaires? Heu et pourquoi? Qu'est-ce qui a pêché? Qu'est-ce qui a bien fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Essayer de faire globalement là, le but, c'est pas d'être trop dans le détail, mais plus d'aller, d'un point de vue global sur un sentiment un peu général sur l'année écoulée, enfin sur le 1er gros semestre écoulé. Hem, Qu'est-ce que je veux arrêter de faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai dû faire? Ça peut être, sur de la prospection, ça peut être sur, de la création de contenu, sur des types de prestations. Souvent, c'est des missions qu'on fait pour des clients, c'est: «Ah, j'ai beaucoup fait, d'écriture d'articles, j'aimerais arrêter et me m'orienter plutôt vers une autre prestation. Donc qu'est-ce que j'ai envie d'arrêter de faire? Quelles sont les évolutions que je veux apporter à mon activité? Dans quelle direction est-ce que j'aimerais qu'elle aille? Est-ce que tout va bien, il faut juste construire, enfin, continuer à construire et continuer à avancer? Ou est-ce qu'au contraire, peut-être qu'il y a une il y a une il y a un petit pivot à faire? Hem, Est-ce que je me sens de continuer d'avancer potentiellement seul ou est-ce que j'ai envie de me faire accompagner? Et ma question favorite, c'est: qu'est-ce que je sais devoir faire, mais que je n'ai pas fait ou que je n'ai pas fait suffisamment? Je suis assez frappé toujours à quel point souvent on sait ce qu'on doit faire. On sait
quel type de stratégie, quel type d'action mettre en place, mais on ne le fait pas. Ça peut être, bah tiens, je sais que je dois prospecter, c'est souvent le truc classique, hein. Je sais que je dois prospecter, mais je ne le fais pas. Je sais que je dois mettre en place une stratégie de contenu régulière sur LinkedIn, mais je ne le fais pas. Donc la question que je pose, c'est essayer d'aller creuser qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Quelles sont les raisons, quels sont les blocages que j'ai, quelles sont les peurs que j'ai, et essayer de travailler là-dessus. Et déjà, ne serait-ce que mettre le doigt dessus, les identifier, prendre du recul, voilà, les regarder d'un œil extérieur, ça aide souvent à les apaiser et c'est le premier pas pour les travailler. Donc ça, c'est un peu le bilan général de l'année. Le point numéro 2, c'est aller faire un point sur toutes les missions qui sont en cours. Est-ce que ces missions sont épanouissantes? Est-ce qu'elles sont challengeantes? Est-ce que vous apprenez des choses? Une bonne mission, c'est une mission sur laquelle on n'est pas 100 en confort. C'est une mission sur laquelle, ah, il y a des petits trucs là, je ne sais pas comment faire. Ça veut dire que vous allez progresser. Et donc, est-ce que vous êtes challengé? Est-ce que vos tarifs vous permettent d'être rentable sur ces missions? Et d'ailleurs, hein, la rentrée, c'est souvent un bon moment pour aller renégocier vos tarifs. Je me dis peut-être que si ça vous intéresse, je ferai une vidéo dédiée à comment est-ce qu'on peut renégocier des tarifs. Et pour chaque mission, demandez-vous ce qui s'est bien passé, ce que vous avez fait de bien, ce sur quoi le client était content, et inversement, ce qui n'a pas trop marché ou ce qui pourrait être perfectible. Et essayez à chaque fois d'aller intensifier ce qui marche bien et d'aller corriger ce qui ne marche pas ou ce qui pourrait être perfectible. Et une question que j'aime bien me poser, c'est comment est-ce que sur chaque mission actuelle, je peux augmenter de 10%, 15% la valeur que je peux délivrer à ce client ou que j'aurais pu délivrer à ce client si c'était une mission terminée. L'intérêt de ça, c'est que souvent quand je dis faire x2 la valeur que je délivre, x2, ça peut être intimidant. Or, juste se dire, bah tiens, je vais faire 10% de mieux, je vais améliorer soit ma communication avec lui, je vais améliorer soit mon delivery, je vais lui offrir un petit bonus, etc. Et juste ça peut faire la différence parfois. Et 10% à chaque mission, à la fin, ça fait, vous faites un gros jump dans la qualité de vos prestations. Point numéro 3, faire un point sur votre positionnement. Je sais que le positionnement, c'est souvent un gros sujet pour les freelances, un sujet qui pose beaucoup de questions, de problèmes. Voilà, faites un petit point en vous demandant, est-ce que aujourd'hui, j'ai le sentiment d'avoir trouvé un positionnement qui, à la fois, me correspond, me plaît, et sur lequel je sens que je suis différenciant? Ou à l'inverse, est-ce que je suis encore trop généraliste? OK, essayez d'avoir un jugement honnête de vous, par rapport à ça. Je vous fais apparaître, soit en description, soit en commentaire une vidéo qui parle de positionnement qui va vous aider là-dessus. Sur le positionnement, la question à se poser, c'est: est-ce que les entreprises que je cible ont besoin de ce que je propose? Quand je leur parle de LinkedIn, d'emailing, est-ce que, OK, je vois qu'elles sont matures par rapport à ces sujets et elles ont besoin? Et deuxième question, est-ce qu'elles ont du budget pour me payer? C'est les 2 ingrédients qu'il faut absolument, heu concilier, et les 2 sont liés. Souvent, une boîte qui a pas forcément besoin de ce que vous vendez, ce que vous proposez, elle va pas être prête à mettre un budget important en face. Logique. Et à l'inverse, plus une boîte a besoin de ce que vous proposez, plus elle va être prête à mettre du budget en face. OK? Et globalement, voilà, est-ce que je suis satisfait du choix de ma cible? Et dernier point par rapport au positionnement, par rapport à la compréhension de la cible, le positionnement, le but, c'est pas juste de se dire: «Ah allez tiens, ça y est, c'est bon, Valentin il dit tout le temps, il faut se positionner. Je vais définir un positionnement, je vais le mettre sur LinkedIn et puis on verra». Non, le positionnement, le but, c'est de vous simplifier la vie et de vous permettre d'aller, notamment, hein, bien comprendre votre cible et comprendre ses enjeux. Donc la question que je vous pose, c'est: est-ce que vous avez parlé suffisamment, régulièrement à votre cible au cours du semestre qui s'est écoulé? Heu Pareil, j'insiste beaucoup là-dessus, mais le juge de paix, la métrique, le chiffre à suivre pour voir si votre activité de freelance va dans la bonne direction, c'est le nombre de discussions que vous avez avec des prospects qualifiés intéressants chaque mois. Et souvent, ce que je vois, c'est que les freelances ne parlent pas à leurs prospects et donc ils ne les comprennent pas et donc ils ne les connaissent pas et donc ils ne comprennent pas leurs besoins et donc ils sont déconnectés de leur marché et donc ils font du contenu pas bon et donc la prospection ne marche pas. Tout est lié à ça. Point numéro 4, muscler vos compétences en écriture. Donc là, pareil, peut-être faites un petit point sur, les prestations que vous vendez, hein, donc c'est de l'écriture. Hem Et souvent, ce que je vois, c'est que quand on a des missions, souvent la partie écrire pour soi, elle passe en second plan. On n'écrit pas pour soi. On ne prend pas le temps de le faire. Au contraire, hem, écrire pour soi, c'est un bon moyen
de s'entraîner, de se rassurer, de prendre confiance pour ensuite aller vendre ses prestations à ses clients. Typiquement, vous voulez vendre du LinkedIn. Aujourd'hui, vous faites que du blog, vous voulez vendre du LinkedIn ou de la newsletter, eh ben, vous devez pratiquer ces formats pour comprendre comment ils fonctionnent, pour avoir des preuves de travail et pour prendre confiance en vous. Donc, pareil, dites-vous, OK, si je veux faire évoluer mes prestations, est-ce que moi-même, ma création de contenu, je dois la faire évoluer aussi? OK? Sur la création de contenu, il y a tout un volet acquisition client, j'en parle dans un instant, mais il y a aussi le volet juste pratiquer pour moi, pour m'entraîner. C'est très, très, très important. Sur l'acquisition client, justement, profitez, voilà, on est mi-août, profitez de encore la fin de l'été, début septembre pour mettre en place votre plan de bataille pour la fin d'année. Donc, venez avec une liste de prospects fraîches à 30, 40 boîtes qui vous intéressent dans votre thématique, dans votre positionnement que vous pourriez démarcher. Mettez à plat, voilà, pareil, tout votre discours commercial, tous vos argumentaires, préparez des réponses aux objections fréquentes. Voilà, refaites-vous un bon travail là-dessus. Préparez-vous également un nouveau template de promotion commerciale. Upgradez un petit peu le design de tout ça, parce que le design, c'est aussi important. Et sur votre création de contenu, n'hésitez pas à remettre votre calendrier de contenu à plat. Faites un audit de ce que vous avez publié depuis le début de l'année. Est-ce que vous avez publié ce que vous savez devoir publier? Typiquement, moi, ce que je vois souvent, c'est moi, je répète tout le temps aux freelances, tiens, faites des études de cas, décortique des bons cas marketing, voilà, faites des posts qui vont parler au directeur marketing. Ça, je le rabâche tout le temps. Et dans les faits, ce que je vois, c'est des freelances qui font tout sauf ça, ou ils le font trop vaguement. Ils font plutôt des posts qui vont parler aux copains freelance, qui vont raconter un peu leur aventure. Ça, c'est sympa, ça fait plaisir, ça fait mousser, mais ce n'est pas ce qui va attirer des clients. Votre stratégie de contenu, elle doit être pensée crédibilité. Elle doit être pensée, je dois me présenter comme un professionnel, comme une solution crédible pour mes prospects. Donc, demandez-vous à quel point vous avez été bon là-dessus ou pas et faites-vous un nouveau plan pour la fin d'année. Faites-vous un petit calendrier éditorial, 3 mois à raison de 2-3 posts par semaine. C'est large, c'est très très bien. J'ai pareil des posts, j'ai des vidéos sur ma chaîne YouTube qui parlent de ça. N'hésitez pas à aller les consulter. Et puis, refaites-vous également un point sur votre organisation et votre calendrier. Recréez-vous des routines, recréez-vous des moments. Moi, je sais que tous les 2-3 mois, je me mets des créneaux dédiés dans mon agenda où je vais faire certaines choses. Par exemple, je sais que tous les matins, là, j'ai un créneau de 2h30 où je fais que du contenu, des vidéos, des posts LinkedIn, des newsletters. Voilà. Essayez de repenser à votre organisation du début de l'année. Demandez-vous ce qui a marché, ce qui a marché, et recréez-vous un calendrier idéal sur la base de ces apprentissages. Ok. Avant-dernier point, la dimension personnelle. À quel point est-ce que vous avez pris soin de vous sur ce début d'année? Ce que vous faites, pour être performant au niveau pro, il faut avoir une vie perso qui le permette. Et donc, pareil, c'est des basiques, mais que je répète tout le temps, mais sommeil, alimentation, sport, s'aérer, s'entourer. Voilà, ça, c'est des points qui sont indispensables. Et, et ce que vous voulez, j'en ai parlé sur LinkedIn, c'est mettre en place un cercle vertueux, positif dans notre vie. Quand vous dormez bien, le lendemain, vous avez de l'énergie. Quand on a de l'énergie, on a envie de bien manger. Quand on a envie de bien manger, quand on mange bien, le corps se sent bien. On fait du sport, le corps se sent bien. Du coup, on a envie de bien manger, on a envie de bien dormir. Et ça crée un cercle positif qui fait que au travail, on a les idées claires, on est bon, on a de l'énergie, on est productif. Et donc tout ça, et je trouve que c'est trop compliqué de se dire non, je travaille et le reste de ma vie, elle est en chaos et je m'en occupe pas. Ça marche pas, ça peut tenir 1 mois, 2 mois, ça tient un temps, mais dans la durée, si on veut s'installer durablement, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, remettez à plat toutes vos routines par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour améliorer votre sommeil? Peut-être se coucher un poil plus tôt, peut-être ne pas mettre d'écran dans la chambre. Ouais, il y a plein de routines, hein, peut-être manger un peu plus tôt le soir, avoir une chambre vraiment noire. Enfin, il y a plein d'astuces par rapport à ça. Comment est-ce que vous pouvez soigner votre nutrition? Pas de sucre, surtout pas le matin. Des repas de midi plutôt légers, assez de protéines, voilà, pareil, des basiques qui sont importantes. Comment est-ce que je peux m'assurer que dans mon agenda, il y a un créneau dédié au sport obligatoire? Moi, je fais quasiment du sport tous les jours et ça devient indispensable en fait. Et pareil, comment est-ce que je peux créer des moments intentionnels où je vais chercher à m'entourer de personnes qui sont plus avancées que moi sur le chemin? Voilà.
Dernière question avant de clôturer cette vidéo. Hop, je ferme mon ordi. Tout ça, c'est super important. Et le dernier point, c'est est-ce que sur le premier semestre de l'année, j'ai assez joué avec l'IA? Je me suis assez amusé avec l'IA? Pas de secret, enfin tout le monde en parle et je n'ai pas un discours différent là-dessus, mais l'IA, ça devient un outil qu'il faut savoir utiliser. Enfin, j'ai même envie de dire, c'est une catégorie d'outils qu'il faut savoir utiliser. Et la bonne approche là-dessus, c'est être prêt à passer un peu de temps, et j'ai même envie de dire être prêt à perdre un peu de temps dans sa semaine pour bidouiller avec l'IA. Ok, l'IA, c'est plein d'outils, c'est plein de manières de réfléchir qu'il faut commencer à adopter. Et la bonne approche, c'est essayer de passer un peu de temps, allez, à minima chaque semaine, pour se dire, bah, tiens, je sais que j'ai un créneau où je vais tester cet outil, où je vais essayer d'intégrer l'IA pour telle et telle tâche. Je vais essayer de faire cette tâche assistée avec l'IA, essayer d'utiliser notamment ChatGPT comme assistant et comme partenaire de brainstorming dans tout ce que vous faites. Et quand on fait ça, progressivement, on intègre l'IA dans son quotidien. Et encore une fois, il y a pas de hack, il n'y a pas de truc magique, il n'y a pas de raccourci, mais c'est juste prendre cette habitude-là pour ne pas rater le train, parce que les évolutions, elles vont vite, elles vont aller de plus en plus vite. Et si on rate le train maintenant, euh, plus on attend et plus le train va être difficile à rattraper. Donc au contraire, il faut se mettre dedans, il faut passer un peu de temps là-dessus. Moi, j'ai pris du temps cet été pour remettre mes process à plat, j'en parlais dans la vidéo précédente, en utilisant l'IA. Et pareil, dans mon programme d'accélérateur qui va démarrer en septembre, là, et pour les promos d'après, utiliser, intégrer l'IA dans ses workflows, dans sa création de contenu, dans sa prospection, dans le delivery client, c'est indispensable. Et donc ça, pareil, c'est un truc que je vais ajouter moi dans mes programmes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, 2 conseils pour bien faire ça. Faites-le à la terrasse d'un café, tranquillement, ou en tout cas dans un cadre qui change de votre bureau habituel où on a du mal à prendre du recul. Et deuxième point, essayez vraiment de vous observer de l'extérieur, comme si quelqu'un de l'extérieur auditait ce que vous faites. Voilà, abonnez-vous, ciao.